My lucky number is 13. Bonjour et bienvenue dans 13, le podcast en français consacré à Taylor Swift. Mettez votre chapeau de cow-boy, sortez vos bracelets et suivez-nous dans l'incroyable univers de Taylor. Bonjour, bienvenue dans 13 pour un nouvel épisode. Je suis Natacha, je suis avec ma Swiftie préférée Honorine. Comment ça va? Ça va et toi, Natacha? Ouais, ça va super. Je suis trop contente de faire ce qu'on va faire aujourd'hui. Moi aussi, je suis très contente parce que c'est une chanson qu'on a décidé d'analyser parce qu'on l'aime beaucoup toutes les deux et parce que on est en avril et c'est le mois anniversaire de l'album dont cette chanson est issue. C'est donc une chanson du dernier album de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, et nous avons choisi d'analyser la piste 6 qui s'intitule But Daddy I Love Him. Mes pères, je l'aime! Mes pères, je l'aime! Et c'était vraiment un plaisir pour moi d'analyser cette chanson. J'ai fait une analyse de texte digne de mes plus beaux cours de français. Et donc, je suis très contente d'analyser cette chanson-là avec toi aujourd'hui. Et c'est le genre de chanson où ça paraît simple, ça paraît facile, parce que le rythme est entraînant, parce qu'il y a une phrase un peu catchy. Et en fait, quand tu creuses, c'est de la folie. Alors même si, oui, il y a certainement une muse, etc., c'est encore une de ces chansons dont, à mon avis, il est inutile de se demander si elle parle d'un garçon ou d'un autre, parce qu'en fait, le thème de la chanson est bien plus profond et bien plus universel que ça. C'est une chanson qui a été écrite par Taylor et Aaron, donc Aaron Dessner, on a déjà parlé de lui, on en parlera encore beaucoup, et produit par Jack Taylor et Aaron. Je pense que c'est une combinaison gagnante au poker. 5 minutes 40 de plaisir, je pèse mes mots, trop contente parce qu'il y a énormément à dire dessus. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire dessus, donc je te propose qu'on entame tout de suite. Et tout de suite, on est embarqué dans quelque chose qui me fait dire que, ok, il va y avoir beaucoup plus de profondeur à cette chanson que ce qu'on pourrait penser lors d'une première écoute. On est tout de suite embarqué un peu dans une autre époque, un peu Far West, un truc un peu lointain. Tout le long de la chanson, de toute façon, on va tourner autour du champ lexical du Far West, des cow-boys, c'est quelque chose qui va être très très présent. Et à mon sens, c'est pas un hasard, étant donné la muse principale de cette chanson. C'est une chanson que je relie beaucoup à d'autres chansons qu'elle a écrites autour de cette personne-là, notamment autour des chansons de cow-boys qui sont liées à ce champ lexical-là. Je pense à Cowboy Like Me, je pense à Fresh Out the Slammer. Ces deux chansons-là, c'est vraiment des chansons ultra cow-boy par excellence. D'ailleurs, Fresh Out the Slammer vient sur l'album juste après celle-ci, toujours avec des sonorités un peu Far West. Donc on est vraiment dans ce champ lexical-là. On a cette première phrase « I forget how the West was won ». J'ai oublié comment l'Ouest a été conquis. Et rien que là, il y a des tas de choses à dire sur cette première phrase. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais il y a déjà à peu près 8 minutes d'analyse dessus. Ce que je trouve intéressant, c'est de voir toutes les interprétations possibles que pourrait avoir cette première phrase. Alors évidemment, on pense à la conquête de l'Ouest, la ruée vers l'or, conquête de l'Ouest en tant que moment historique. Il y a tout ça, un concept aux États-Unis qui s'appelle le Manifest Destiny, qui est en fait le symbole de la conquête de l'Ouest comme une mission un peu divine où les Américains, ils se sentaient investis par Dieu pour étendre leur pays vers l'Ouest, étendre aussi leur mode de vie, peu importe les moyens presque, les massacres, les guerres, etc. Même si c'était une cause noble à l'époque, c'est là dans leur construction de leur pays. Maintenant, on remet en cause un peu cette colonisation de la manière dont certains peuples ont été traités, de certaines choses se sont passées. Et ça, c'est une analogie parfaite sur comment étudier la vie de Taylor Swift avec la conquête de l'Ouest. Bonjour. Comme tu l'as dit, le Manifest Destiny, donc en français, c'est la destinée manifeste. C'est l'idéologie selon laquelle la nation américaine devait conquérir et civiliser l'Ouest, notamment par la diffusion du christianisme. Et on va voir que dans cette chanson, on a énormément de références religieuses. Il y en a beaucoup dans l'album de manière générale, mais dans cette chanson, c'est vraiment frappant. Et donc, comme tu l'as dit, c'est exactement la métaphore de la vie de Taylor Swift, mais aussi, en fait, pour moi, cette chanson, c'est vraiment une injonction à se libérer de tout ça. Cette chanson, c'est la rébellion. Ouais. Exactement, même si c'est un peu plus riche que ça et c'est ce qu'on va développer ici. Ce qui est intéressant dans cette phrase aussi, c'est qu'on peut aussi voir la conquête de l'Ouest comme étant la carrière de Taylor Swift, puisqu'on le rappelle, elle est née en Pennsylvanie, tout à l'est des États-Unis. Elle est allée vers l'Ouest à Nashville et aujourd'hui, elle a conquis le Saint Graal, la côte ouest, Hollywood, et donc elle a fait sa propre conquête de l'Ouest. Ça peut être aussi une référence à la façon dont elle aurait vaincu West, Kanye West, ça marche aussi. Et bien sûr, il y a aussi toute une référence à des films sur la conquête de l'Ouest, à ce genre de choses qui sont des éléments culturels avec lesquels Taylor Swift a forcément grandi en tant qu'américaine et en tant que personne née à la fin des années 80. Notamment, dans la phrase d'après, I forget if this was ever fun. Il y a un film qui s'appelle The West Was Fun, qui est un film de 1994. Donc, comme on a le même âge, elle l'a forcément vu quand elle était gamine avec Mary-Kate et Ashley. Et c'est un classique
pour Ah, cet âge-là. je ne connaissais pas. D'où la phrase This was ever fun. Ok. Et j'ai vu aussi certaines théories disant que ça pouvait être aussi une référence au Super Bowl que son amoureux a gagné contre San Francisco, qui est une équipe de l'Ouest. Bon, je crois beaucoup moins à cette théorie quand on voit le reste de la chanson. Rien que dans cette première phrase, on a plein de couches différentes. Puis surtout, c'était bien trop tôt. Ils se fréquentaient même pas encore quand elle écrivait cette chanson. On ne sait pas. On ne sait pas quand est-ce qu'elle l'a écrite. Je ne crois pas à cette théorie-là. En revanche, c'est juste pour dire qu'il peut y avoir plein de façons de lire cette première phrase. Et ce n'est que la première phrase de la chanson. Et donc ensuite, effectivement, tu l'as dit, elle dit I forget if this was ever fun. Pour moi, c'est vraiment Taylor Swift qui a grandi dans une culture du christianisme. D'ailleurs, elle en parle dans Miss Americana. Elle parle des Tennessee Christian Values. Mais on sent que dans cette chanson, en fait, elle va peut-être remettre en question ces valeurs-là. Et justement se dire qu'est-ce qu'on peut justifier au nom de ces valeurs-là. Et comme tu l'as dit, il y a une époque où en fait ça se justifiait, la fin justifiait les moyens, et on se rend compte aujourd'hui avec du recul que en fait non. Ensuite, elle dit I just learned these people only raise you to cage you. C'est très dénigrant de dire these people, ça veut dire ces gens-là. Donc elle se détache complètement de ces personnes-là. Ces personnes-là l'ont mise dans une cage avec une image impossible à tenir. Pour moi, c'est comme ça que je l'analyse. Une cage d'une jeune fille bien sous tout rapport, sans histoire, qui ne sort qu'avec des garçons qui sont très bien eux aussi. En fait, ça lui correspond pas. Une cage, c'est pour emprisonner les oiseaux. D'ailleurs, la cage, c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises dans sa discographie. Alors moi, je pense déjà à la cage du clip de Look What You Made Me Do. Je l'avais aussi. Voilà. Pour moi, cette phrase, elle a un peu la même construction que le Girls Go Out and Have Your Fun, tu sais, dans Nothing New. Et où en fait, elle dit, ils te disent d'aller t'amuser, puis en fait, une fois que tu t'es amusé, ils te critiquent pour t'être amusé. Oui, c'est une sorte de cage. Une sorte de cage. Et puis, il y a aussi dans la chanson, sur ce même album, dans Guilty as Sin, où elle dit « This cage was once just fine ». Il y a eu un moment où ça lui allait, où la cage lui convenait, ou en tout cas, elle pensait que ça lui convenait, mais il est maintenant temps de s'en libérer. Et d'ailleurs, Guilty as Sin a très certainement la même muse que But Daddy I Love Him. Donc, c'est plutôt cohérent. Pour moi, la cage, elle représente toutes les attentes de la société qui sont projetées sur elle, dans laquelle elle se sent enfermée et elle se sent pas libre de vivre sa vie telle qu'elle aimerait le faire. Ouais, Et donc, du coup, on va rentrer là dans la rébellion pure et dure, où elle nous explique en fait dans les prochaines phrases que ce qu'elle veut, c'est une histoire qui va à l'encontre même de la logique, de la morale, des conséquences, et qu'en fait, elle s'en fiche complètement. Ouais. Alors ensuite, on passe sur le moment où elle dit Sarah's and Hannah's in their Sunday best. Alors, je trouve ça formidable cette phrase parce que c'est vraiment, on s'imagine les petites ménagères qui s'accrochent à leur collier de perles dans leur Sunday best, donc le dimanche, tout endimanché, on dirait. Ouais, moi je l'avais traduit avec les Josiane et les Monique. Ça rend moins bien en musique, mais c'est à peu près les mêmes histoires. Alors c'est à peu près ça, à part que Sarah et Anna, c'est quand même pas anodin comme prénom, parce que c'est deux prénoms qui sont très importants dans la Bible. Sarah et Anna, c'est deux personnages de l'Ancien Testament. Alors il y en a une, je crois que c'est Sarah, qui est la femme d'Abraham, et l'autre, je ne sais plus, qui est le mari de Anna. Mais ces deux femmes, elles sont importantes, pourquoi? Parce que c'est deux femmes qui sont initialement stériles, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, mais qui finissent par avoir un enfant grâce à Dieu. Et donc, pour moi, ça renvoie aussi à l'injonction que les gens mettent à Taylor du fait qu'elle n'a pas d'enfant à 34 ans et que il serait temps qu'elle s'y mette, en gros. Et tu vois, en fait, pour moi, elle choisit ces prénoms-là parce que c'est typiquement les deux femmes, un peu des Karen, tu vois, on dirait aujourd'hui, qui jugent Taylor parce qu'elle manque de quelque chose elle-même dans leur vie. Et donc, pour remplir ce vide, elle juge les autres. Typiquement, c'est le genre de personnes qui vont apporter des jugements de valeur sur la vie des célébrités, comme si ces personnes-là leur devaient quoi que ce soit. Oui, puis comme si elles-mêmes, elles étaient parfaites alors que pas du tout. Oui, c'est ça. Donc je vois vraiment, tu vois, ces deux femmes à la sortie de l'église dans un western qui s'accrochent à leur collier de perles et qui considèrent Taylor comme la plus grosse pécheresse de la ville qui mérite d'aller au bûcher, tu vois. Évidemment. Après, elle passe à I just learned that these people try and save you because they hate you. Et donc là, on a cette notion du sauvetage qui est très présente dans la Bible, mais parce qu'en fait, c'est souvent utilisé pour dire on va te sauver de tes péchés, mais de péchés qui sont pas vrais, sauver de la déviance, on va te sauver de tout ce que tu veux, alors qu'en fait, non, t'as pas besoin d'être sauvé, ça n'existe pas. Le sauvetage dans la Bible, il est souvent au nom d'un truc qui en fait juste dérange la bien-pensance, mais n'est pas vraiment un mal. Elle projette une affection sur nous pour nous faire travailler et nous faire avancer avec leurs envies et leur morale pour nous contrôler en fait. Et ça ruine un peu le libre arbitre de tout le monde. Ouais, totalement. Et donc, c'est là que tu vois qu'en fait, elle se rend compte que la religion dans laquelle elle a grandi, dans laquelle elle se sentait en sécurité, finalement, se retourne un peu contre elle. Et ensuite, elle enchaîne avec Too high a horse for a simple girl to rise above it. Moi, je le vois de deux manières. Ça peut être, d'une part, elle se dit, les gens la jugent depuis leurs grands chevaux. Tu vois, et elle est trop simplette pour comprendre. Mais il y a aussi, en fait, je suis qu'une seule personne, je suis juste a simple girl. Je suis pas sûre qu'elle soit si simple que ça, mais en tout cas, je ne suis qu'une personne. Je pourrais pas changer la vie de tous ces gens à mon sujet,
mais en fait, tant pis, moi, je veux juste vivre ma vie et Oui, les voilà. attentes ne sont pas les bonnes par rapport à la personne qu'elle aimerait être, quoi, tout simplement, quoi. Exactement. On arrive maintenant au refrain et je pense que je suis partie dans une analyse probablement différente de la tienne. On n'a pas partagé nos notes, mais je sais pas pourquoi je le sens. Donc je vais te laisser parler et je compléterai, après ou bien en tout cas, j'essaierai d'apporter une autre lumière. OK. Pour moi, le refrain, c'est le moment de la chanson où, Taylor, rejette complètement le pouvoir, je le lis de 3 manières différentes. Je vois le pouvoir du père, évidemment, littéralement daddy, donc son père, c'est la plus haute autorité et on sait que Taylor a une relation très importante avec son père. Le pouvoir aussi de la société, donc l'autre autorité, c'est, on va dire l'image du père comme étant les valeurs moralisatrices de la société et puis, la 3e personne que pourrait être le père, c'est, une analogie de ses fans où ses fans projettent des choses sur elle, qu'on va voir un peu plus tard après pour d'autres raisons. Donc cette phrase déjà, But Daddy, I love him, c'est une référence à Ariel dans La Petite Sirène, où Ariel, elle a donné sa voix pour aller vivre avec Eric sur la Terre contre la validation de son père. On est toujours déjà dans une opposition avec le père, toujours dans la bénédiction du père, donc en lui disant, mais père, finalement, je l'aime, laisse-nous vivre cette relation amoureuse, un peu comme une histoire d'amour interdite avec Roméo et Juliette, on a déjà parlé aussi. Et c'est là où on peut faire un parallèle intéressant avec Love Story, puisque c'est là aussi une relation d'amour interdite par les parents. Elle en avait déjà parlé, Taylor, plusieurs fois quand elle avait expliqué comment elle écrivait cette chanson. On a un extrait d'interview où c'est marrant parce que ça date genre de 2008, cette phrase. Taylor dit I remember screaming something like, "But Daddy, I love him," and running out and storming. C'est marrant comme quoi elle est capable de dire des choses et de les réutiliser après dans ses chansons. On a déjà vu ça avec Shake It Off où une fois elle avait balancé une interview I just have to shake it off et genre quelques années plus tard elle a écrit Shake It Off. La dernière vision que j'ai, Ouais. c'est cette robe déboutonnée. Quand on a une robe déboutonnée, c'est qu'on vient d'être pris sur le fait par son père. Et donc, la seule solution suivante, c'est d'aller se marier pour valider un petit peu, à l'époque en tout cas, de la conquête de l'Ouest, il fallait passer au mariage. Après, quand elle dit justement je suis enceinte, je vais avoir son enfant, en fait, pas du tout. C'est juste qu'il fallait bien justifier la manière de faire. Je vais te proposer mon analyse. Vas-y. En fait, pour moi, on a un premier couplet qui est très intellectuel et qui, dans le tempo, est assez lent. Jusque-là, tu es d'accord avec moi? Ouais. Et le refrain, boum, ça part, effectivement, tu as cette image d'une nana qui court dans les champs, tu vois? Toi-même, tu as envie de courir dans les champs quand tu écoutes le refrain, je trouve, voilà. C'est exactement ce que j'ai noté. Est-ce que cette chanson ne vous donne pas envie de courir avec votre robe déboutonnée dans les herbes hautes? Voilà. Je garde quand même à l'esprit que Taylor Swift, c'est quelqu'un qui raconte des histoires. Et c'est une femme qui a 34 ans, 35 ans maintenant, mais 34 au moment où elle écrit. C'est une adulte. Elle a pas besoin de supplier son père, de lui dire: «Mais papa, je l'aime», c'est très enfantin comme phrase, en fait. Et donc moi, ce refrain, je le vois comme un moment où elle prend du recul et où elle nous raconte une histoire. C'est-à-dire qu'en fait, toute la partie, à partir du moment où elle dit: «Now I'm running with my dress unbuttoned, screaming, but daddy, I love him, I'm having his baby», et ben, en fait, c'est faux. Donc en fait, elle nous raconte, vous vous imaginez vraiment que c'est ça que j'ai dit? C'est que vous vous imaginez vraiment que je suis du genre à piquer une crise et courir et crier: «Mais père, je l'aime». Non, je suis une femme adulte, je fais mes propres choix. Évidemment, ce I'm having his baby, il est iconique parce que je pense que quand on a écouté la chanson la première fois, tous, on était choqués, mais je pense que c'était le but. Je pense qu'elle voulait qu'on soit choqués, elle voulait qu'il y ait une remise en question de la part des gens qui scrutent sa vie au point de penser qu'elle doit se marier, qu'elle doit avoir des enfants, qu'elle doit manger des brocolis, qu'elle doit, voilà. Tu vois, je pense que, et donc oui, il y a un peu un côté, chanson sœur de Love Story. Oui, il y a cette référence à La Petite Sirène, mais en fait, à mon avis, en tout cas moi, j'imagine vraiment pas Taylor Swift, qui est quand même une femme confiante, adulte, influente, devoir justifier ses choix auprès de son papa. Et donc, pour moi, le fait qu'elle dise «No, I'm not, but you should see your faces», c'est exactement la correction que toutes ces Sarah et Anna méritaient, c'est-à-dire, je vous mets le nez dans votre caca, de scruter ma vie, d'être dans le parasocial avec moi, de penser que vous me connaissez, alors qu'en fait, non. Alors en effet, j'avais noté ça aussi. Dans cette chanson, c'est la première fois dans toutes les chansons de Taylor qu'elle va casser ce qu'on appelle le 4e mur. Je sais pas si tu connais? Ouais. C'est vraiment le 4e mur au théâtre, c'est, un mur imaginaire qui est situé devant la scène, séparant les spectateurs de la scène, des acteurs. Et là, on est dans une mise en scène. En gardant cette phrase «No, I'm not, but you should see your faces», clairement, elle se moque de nous, en fait. Alors moi, je suis pas sûre qu'elle se moque des fans.
Je pense Non, qu'elle elle se se moque moque de pas ceux qui de. je pense qu'elle se moque de ceux qui la scrutent et de ceux qui Oui, l'acceptent. oui. Parce que je pense qu'elle respecte ses fans et qu'elle pense que je pense pas qu'elle se moque des fans à ce moment-là. Mais d'ailleurs, alors Mais si quand je disais nous, c'est nous, l'auditoire, quoi, tu vois. OK. Enfin, Ouais. Et d'ailleurs, d'un point de vue grammatical, c'est là que je dis que je suis partie dans une analyse de texte. Madame Godefroy, si vous m'écoutez, soyez fiers de moi, s'il vous plaît. Madame Godefroy, c'était ma prof de littérature. Parce que donc, grammaticalement, donc on a ce no, I'm not, tu vois, à la fin du refrain, le no, I'm not, but you should see your faces. Pour moi, le no, I'm not, il est pas juste en lien avec le I'm having his baby. Pour moi, le no, I'm not, il est en lien avec les mots, avec les verbes d'action qu'on a juste avant, c'est-à-dire le screaming, le running et le having. Donc non, je suis pas en train de courir, non, je suis pas en train de crier, non, je ne vais pas avoir son enfant. Je suis une femme adulte et je ne vais pas piquer une crise d'adolescente. Et c'est en ça que pour moi, eh bien, c'est pas la chanson Sœur de Love Story parce que c'est une version bien plus mature de Love Story. Love Story, c'est une chanson qu'elle a écrite quand elle avait, je sais pas, 15-16 ans, un truc comme ça, où elle avait piqué une crise d'ado sur un mec justement que ses parents voulaient pas qu'elle fréquente. Mais ça, c'est l'ancienne Taylor qui a écrit ça. Sauf que cette Taylor-là, comme nous le savons très bien, eh bien, elle ne peut pas venir au téléphone parce qu'elle est morte. Donc, pour moi, en ça peut pas être la même Taylor Swift qui a écrit ça, et donc c'est pas vrai. Elle a pas piqué une crise, en fait. OK. Je suis partie trop loin, c'est ça? Non, c'est très possible. Je l'avais plus pris littéralement. Si tu veux, quand on disait qu'elle brise ce quatrième mur, ça fait référence aux comédiens sur scène en fait, et au public, au cinéma. Et donc c'est des gens qui font le show. Par exemple, si tu as regardé The Office, tu sais que le quatrième mur, il est brisé dès le premier épisode parce que la caméra, elle fait partie des personnages. Ouais. Et j'ai un peu l'impression que là, elle a pris le contre-pied. Elle a dit, bah, vous voyez, tout ce que je disais, vous étiez là à scruter toutes mes chansons et à lire des choses que vous vouliez. Et vous devriez voir vos têtes parce que maintenant, c'est très drôle. Moi, Ouais, je le il y a peut-être comprenais ça, il y a plus peut-être comme ça ça aussi. aussi. Il y a peut-être ça aussi, de toute façon, je dis pas que je détiens la vérité, et je pense qu'on saura jamais, et je pense que le fait qu'il y ait plusieurs interprétations possibles, c'est ça qui fait aussi la richesse de la chanson. Donc oui, c'est tout à fait possible aussi. Je Très voulais bien. juste apporter une autre possibilité de lecture. Oui, bien sûr. Et donc pour moi, là, ça s'arrête le moment où elle nous montre une histoire qui n'est pas vraie, après le You should see your faces. Après, elle passe à I'm telling him to floor it through the fences. No, I'm not coming to my senses. Et là, en fait, elle passe à voilà ce que je suis vraiment en train de faire. Là, c'est ce que vous pensez que je faisais, c'est-à-dire que vous pensiez que j'étais en train de crier, de courir, etc. Non, voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train de lui dire appuie sur l'accélérateur, viens, on s'en va, on se casse, on n'en a rien à faire de ce que les gens pensent. On part dans la getaway car. En fait, elle dit voilà, ma réaction, c'est ça. C'est pas je cours et je pique une crise, c'est juste je me casse et j'en ai rien à faire de ce que vous pensez. Quand elle lui dit de continuer à se battre pour elle, d'aller au-delà des attaques, parce que elle va pas changer d'avis, elle est très sûre de ce qu'elle ressent. D'ailleurs, elle le dit, je vais pas revenir à mon bon sens, parce que c'est pas un délire en fait, c'est pas une folie passagère, c'est vraiment quelque chose que je veux et dans ma vie. Ouais, c'est ça, c'est non, je me raisonnerai pas parce que j'ai pas besoin d'être raisonnée, je suis une grande fille, je suis une adulte, je fais ce que je veux. Elle le dit après, je sais qu'il est fou, mais c'est lui que je veux en fait, c'est de lui dont j'ai envie. Ouais. Et c'est marrant parce que elle dit I know he's crazy, donc elle se rend bien compte qu'il y a un truc qui va pas chez lui. Mais elle y va quand même. Mais elle y va quand même parce que c'est la seule chose dont elle a envie. Et quand on connaît le contexte du reste de l'album, on ne peut pas lui en vouloir de vivre cette histoire avec cette personne qu'elle aime en secret depuis des années. Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, le fait qu'elle dise He's crazy, pour moi, c'est un écho à la chanson de Tortured Poets Department où elle dit Cause we're crazy. Voilà, on est sur cette même muse depuis le début. Tout le monde est Ouais. fou ici, on est chez les fous. On est chez les fous, on en revient à Alice au Pays des Merveilles. Et Exactement. on en revient aussi pour moi après avec, tu vois, quand on a plus tard dans l'album Who's Afraid of Little Old Me, et ben c'est pareil, tu vois, c'est cette notion de la nana qu'il faut mettre au bûcher parce qu'elle a totalement pété les plombs, alors que non, elle fait ce qu'elle veut, juste. Mais sous prétexte qu'une femme fait ce qu'elle veut, on estime qu'elle a pété les plombs. Attaquons maintenant le deuxième couplet, Natacha. C'est parti. On revient du coup là à un rythme plus lent, qui est à peu près le même rythme qu'on avait sur le premier couplet, où là, elle parle de sa jeunesse, où elle était une dutiful daughter, donc c'était vraiment la petite fille bien proprette, la jeune fille qui fait ce qu'on lui dit de faire, la fille sage, bien élevée, qui va pas faire de vagues, avec les mèches rebelles, mais bien cachées dans une tresse, bien plaquées, bien propre sur elle. Tu vois, c'est un peu cette même notion qu'on avait dans Mine, où elle disait qu'elle était la careless man's careful daughter. Bah voilà, c'est ça, c'est vraiment la fille bien sous tout rapport, qui fait ce qu'on lui dit de faire, qui fait pas de vagues, qui sort pas du cadre et qui grow up precocious.
ce qu'elle dit après. Alors attention, faux ami en anglais. Precocious ne veut pas dire précautionneuse, mais bien précoce, mais dans le sens où elle a développé une aptitude tôt dans sa vie pour quelque chose. Bon, en l'occurrence, la musique. Et d'ailleurs, pour moi, on en revient à ce qu'on disait sur le syndrome de Peter Pan. Si vous n'avez pas écouté notre épisode 12, faites-le. Moi, cette phrase-là, growing up precocious, je la comprends comme si elle nous disait qu'elle n'avait pas eu vraiment d'adolescence normale, dans le sens un peu la crise, à cause de la poursuite de son rêve, et qu'elle est restée un peu à côté de toutes ces bêtises de jeunesse, hein, qu'on appelle. On se dit, je mets des guillemets parce que il n'y a pas de bêtises, il y a des bêtises chères et des bêtises moins chères. Cette phrase, elle sous-entend qu'elle n'a pas forcément grandi, et que du haut de ses 34 ans, quand elle écrit cette chanson-là, en fait, elle est un peu toujours dans ce sentiment d'être une jeune adolescente en recherche de folie. Exactement. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Et bien ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a une phrase qui est extrêmement intéressante, où elle dit « He was chaos, he was revelry ». J'adore cette phrase parce que elle paraît pas comme ça, mais elle est dingue. C'est-à-dire qu'on a deux mots là, chaos et revelry, qui sont deux termes encore bibliques. Et donc on en revient à ce qu'on disait au premier couplet, puisque le chaos dans la Bible, c'est l'état dans lequel la terre se trouvait avant l'intervention de Dieu, donc c'est-à-dire un peu la désolation, etc. On a une certaine muse de Titi Pidi qui a souvent fait référence à sa vie, disant que sa vie était un chaos. Qui est lui-même chaotique, hein, Qui est lui-même chaotique. On peut y aller, hein. Et puis on a le mot revelry. Et j'adore quand Taylor Swift fait ça, c'est-à-dire d'aller prendre un mot qui paraît juste un tout petit peu plus intellectuel que de dire fête, tu vois. Festif. Voilà. Il était festif. Alors non, c'est pas juste festif, parce qu'effectivement, revelry, ça peut se traduire par des festivités. Mais en fait, encore une fois, dans la Bible, c'est des fêtes qui sont excessives, qui sont de la débauche, où bien sûr le péché est de mise. Et d'ailleurs, en français, on parle aussi des bacchanales. Tu sais, c'est les fêtes grecques qui avaient en l'honneur de Bacchus, qui étaient connues pour être des fêtes où le vin coulait à flot et où c'était plus ou moins des orgies, hein, globalement. Donc tu vois bien un peu le personnage qui clairement ne colle pas avec l'image de la fille proprette. Clairement, bedroom eyes like a remedy, on est là. Hein. Exactement. Exactement. Ça lui apporte le réconfort physique dont elle avait besoin à ce moment-là. Voilà. Et ce qui est assez drôle, parce que l'image proprette de Taylor Swift, jeune fille sans problème, qui cherche tout sauf les polémiques, c'est complètement l'inverse de ça. En deux phrases, elle nous a décrit un personnage qui va bien tout secouer, une tornade, comme elle l'a décrit aussi comme une tornade. Exactement. Et du coup, tout de suite, elle a les gens, les détracteurs qui réagissent. Soon enough, the elders had convened down at the city hall. Tout de suite, les sages, les plus âgés, mais surtout, en fait, les elders, c'est les sages dans la Bible. Tout de suite, ils convoquent une espèce de conseil des sages pour, se décider qu'est-ce qu'on va faire de cette hérétique, finalement. Et donc, ils ont décidé qu'il devait rester loin d'elle. Tout à fait. Mais alors pourquoi? Et ça, je me pose la question et je ne sais pas trancher. Est-ce qu'il s'adresse à lui, stay away from her, genre elle est trop bien pour toi, va-t'en. Oui, complètement. Ou bien est-ce que c'est stay away from her, elle est pas fréquentable, ne t'approche pas d'elle, c'est un serpent, c'est une sorcière, c'est une féministe, c'est celle qui put narcotics into all of her songs, tu vois, quelque chose Alors, comme ça pourrait être les deux, mais je pense que c'est dans ce qui découle de la chanson, c'est plus la première, puisque ça, en fait, ça fait écho, si vous le savez pas, à une pétition que certains, alors je vais mettre des guillemets invisibles, certains fans avaient écrit à cette époque-là, c'était en mai 2023, qui s'appelait Speak Up Now, donc qui reprochait à Taylor Swift de fréquenter quelqu'un aux morales douteuses, de ne pas montrer l'exemple. Donc, j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour le dire. Taylor Swift, même si on l'adore, elle a le droit de sortir avec qui elle veut. Vous avez le droit de l'écouter et de ne pas l'écouter si ça vous chante. En revanche, ne pensez pas qu'elle vous doit quelque chose, ni dans ses relations amoureuses, ni dans sa vie, globalement. Hein. Même si on est fan d'elle, ça reste une personne que l'on côtoie pas, qu'on ne connaît pas. Et même si elle aime ses fans, ça reste une businesswoman. Et elle fait très attention à son image de marque, elle fait très attention à tout ce qu'elle fait, mais elle ne nous doit rien en contrepartie. Donc elle peut faire ce qui lui chante, et si ses actions nous gêne, eh bien, on est toujours libre de passer notre chemin et de ne plus écouter sa musique. Tout à fait. Il fallait que je le dise parce que non, mais t'as raison. Cette pétition, elle m'a tellement énervée quand j'ai appris ça. Tu vois, je savais même pas que cette pétition existait. C'est vrai? Ouais, non, mais on marche sur la tête là quand t'entends que des gens font des pétitions pour lui dire de ne plus fréquenter quelqu'un. Oui, c'est une grande fille, elle fait ce qu'elle veut. On n'est pas forcément d'accord, mais en fait, oui, comme tu dis, elle nous doit rien. On la connaît pas. Peut-être que derrière une porte fermée, c'est pas quelqu'un d'agréable. On n'en sait rien. Ce qui nous emmène ensuite vers cette phrase que j'adore, moi. Just screeching tires and true love. Et ça, c'est vraiment une image très très forte. On arrive justement avec la getaway car. Il ouvre la porte, il lui dit vas-y monte. Et ils s'enfuient tous les deux, fuyant la morale pour vivre leur histoire d'amour pleinement.
Tu la vois, là, la scène de Roméo et Juliette ou pas? Je la vois totalement. Et d'ailleurs, c'est marrant que tu parles de Roméo et Juliette parce que donc juste avant, elle dit The saboteurs protested too much. Et en fait, c'est une référence à Hamlet, cette phrase. D'accord. Où en fait, la réplique dans Hamlet, c'est Methinks the lady doth protest too much. Ce qui veut en gros dire que si tu rejettes trop quelque chose, ça veut probablement dire qu'en fait tu le veux en secret. Et donc ça me fait marrer parce que voilà, elle parle des saboteurs, de ceux qui finalement viennent typiquement avec une pétition essayer de saboter sa relation, mais parce qu'en fait ils veulent contrôler Taylor alors qu'ils sont juste envieux d'elle. Bah oui, je trouve que le parallèle est intéressant. Alors là, on arrive au post-refrain. Il est vraiment de qualité. Il est presque aussi bien que le pont, globalement, qui arrive juste Ouais, je après. suis d'accord. Pour moi, c'est un ensemble en vrai. Hein, Ouais, globalement, quand tu commences à l'hurler, tu commences de là et tu vas jusqu'à là. Je suis d'accord. Elle nous explique très bien son point de vue sur la chose. Je suis prête à brûler tout ce que j'ai compris plutôt que de vous entendre vous plaindre sur ma vie. Et il n'y a que moi qui suis maîtresse de mon destin et de mon nom. Et donc, il n'y a que moi qui suis capable de l'honorer ou de le bafouer si ça me chante. Exactement. Là, vraiment, pour moi, on est au pic de la rébellion. Elle en peut plus. Et c'est pour ça que pour moi, ça soutient le fait qu'elle aurait pas dit But Daddy, I love him, parce qu'en fait, elle estime qu'elle a pas à se justifier, qu'elle a pas à écouter les critiques. Elle est au-dessus de ça. Et en fait, c'est très sarcastique pour moi comme phrase où elle dit I'll tell you something about my good name. It's mine alone to disgrace. Vraiment, genre, vous inquiétez pas, si j'ai envie de salir mon nom, en fait, je peux le faire toute seule. J'ai pas besoin de vous. Et d'ailleurs, ce côté un peu je me déshonore si je veux. Bon, d'ailleurs, il y a un peu ce côté encore biblique parce que le fait d'être déshonorée parce qu'elle a été surprise avec un garçon en ayant la robe déboutonnée. Et bah pour moi, ça fait aussi écho au Taylor's version, au fait que son nom, elle est en train de le récupérer. Tu vois, elle est sur le point de récupérer son premier album éponyme et à ce moment-là, il appartiendra plus à personne d'autre qu'elle et donc elle en fera ce qu'elle en voudra. Je le vois vraiment un peu comme limite un caprice d'enfant à qui on a dit trop de fois non dans sa vie Et c'est la et fois qui a juste envie de le faire juste par défi. Ouais, Genre, complètement. est-ce qu'elle le fait parce qu'elle l'aime vraiment ou est-ce qu'elle le fait juste par esprit de contradiction? Ce qui est très possible. Et après, on a cette phrase qui est hyper importante où elle parle des vipers dressed in empath clothing. Alors, les vipères, bon, bah, c'est facile, hein, je veux dire, Un serpent. elle a été traitée de serpent plus d'une fois. Mais la vipère, c'est hyper spécifique parce qu'elle aurait pu dire snake, mais elle dit vipers parce que c'est un serpent venimeux, tu vois. C'est vraiment les gens qui empoisonnent sa vie. Enfin, c'est hyper fort comme image, je trouve. On est vraiment sous cette image de je vais te dire quelque chose qui me regarde pas, mais je le fais vraiment pour son bien, ok? Ouais, c'est exactement ça. Qui nous amène du coup au pont cette Et fois. oui. Où là, on a un rythme plus calme. On revient, on se calme un peu quand même. On est presque dans la prière là, je trouve. Exactement, c'est exactement ce que j'ai noté. On est presque dans la prière, il y a à nouveau des références à Dieu, et quand on est à l'Erastour au niveau de la performance en live, de toute façon, tout le long de la chanson, il y a des vitraux, il y a cette ambiance très ecclésiale. Clairement, on est dans une église tout le long de la performance de la chanson. Pour moi, là, au tout début du pont, quand elle parle des judgmental creeps, pour moi, elle s'adresse pas aux Swifties, tu vois, elle parle à ceux qui viennent juste scruter sa vie, mais qui sont pas des gens qui lui sont fidèles ou qui aiment sa musique, ou voilà, juste les gens qui viennent l'emmerder. Oui, mais dans les gens qui ont signé la pétition, il y avait aussi des gens qui lui étaient fidèles, tu vois. Oui, mais d'ailleurs, je veux dire, t'as bien des gens qui se considèrent des bons chrétiens, mais qui ont des dingueries, tu vois. Et là, en fait, pour moi, c'est ça, c'est de ça qu'elle parle. C'est exactement ces gens, les Sarahs and Hannahs, qui viennent critiquer, alors qu'en fait, elles sont pas plus pieuses qu'elles, tu vois. Non, mais je vois bien. C'est là où on apprend le mot soliloque que l'on n'utilise pas tous les jours. Oui, parce qu'après, elle a cette phrase qui est splendide, sanctimoniously performing soliloquies I'll never see. Alors déjà, l'allitération est magnifique, hein, vraiment. Et oui, les soliloques, c'est encore une fois un terme de théâtre. Donc, t'as bien fait de parler du 4e mur tout à l'heure parce que ça revient. Et en fait, un soliloque, si vous ne savez pas ce que c'est parce que vous n'utilisez pas ce mot tous les jours, un soliloque, c'est un monologue, un discours qu'on entretient avec soi-même. Ouais, c'est souvent, c'est effectivement utilisé au théâtre. C'est le discours d'un personnage qui parle tout seul et qui pense tout haut, surtout, généralement. Mais qui Donc pense ça montre bien qu'en fait, Taylor, ils se parlent entre eux, mais qu'elle écoute pas du tout les critiques. Surtout, il délivre ses soliloques de manière sanctimoniously, donc il n'y a pas vraiment d'équivalent en français, mais en tout cas, c'est d'un ton. C'est même pas vraiment sain, c'est vraiment avec un ton moralisateur. Mais parce qu'en fait, soi-disant, ils veulent ce qu'il y a de meilleur pour elle, mais alors qu'en fait, ils la connaissent pas, encore une fois. Et quand je dis, je m'inclus dedans, je la connais pas non plus. Oui. Je vais pas vous sortir une dinguerie. On en revient à cette histoire de c'est un modèle, il faut qu'elle garde son statut de modèle, et pourtant, elle a juste envie de vivre sa vie, elle a juste envie de sentir sa peau vibrer sous la sienne. Rappelons aussi qu'elle est aussi là pour écrire des chansons pour nous faire vibrer nous, donc pourquoi lui refuser le droit à elle de vibrer? Ouais, et pour moi d'ailleurs, en fait, dans ce pont, il y a vraiment toute la thèse de la chanson. C'est-à-dire, je veux faire ce que je veux, sans me soucier de ce que pensent les gens. Et ça peut paraître petit comme ambition, ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas, puisque elle est
sans arrêt scruter, et donc faire ce qu'elle veut, ça veut dire aller à l'encontre de la vie de plein de gens, et où en même temps, elle ferait l'inverse, et elle irait à l'encontre de la vie d'autres gens. De toute façon, comme on l'a dit déjà dans plusieurs épisodes, quoi qu'elle fasse, elle a tort. Donc, pour moi, c'est vraiment toute la thèse de la chanson. Quand elle parle de Undo the Destiny, bah pour moi, c'est vraiment, encore une fois, cette référence à la conquête de l'Ouest. Et d'ailleurs, quand elle leur dit vous n'avez pas besoin de prier pour moi, on reprend cette idée d'imposer sa religion à une population, donc dans la colonisation des États-Unis, mais aussi imposer cette religion pour sauver la personne, Ouais. parce qu'elle part avec son wild boy, donc un garçon sauvage, qu'on appelle aussi les Indiens, on lui dit que c'était des sauvages. Donc c'est hyper intéressant de retrouver cette partie-là, parce qu'en fait, elle part un peu avec l'ennemi à ce moment-là. Pocahontas avec John Smith. Exactement. Mais par contre, tu vois, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est que justement, le manifeste Destiny dont on parlait au début, qui est donc une thèse calviniste, se base sur une phrase de la Bible. Alors, j'ai plus le verset exact, mais en gros, la phrase qui est dans la Genèse dit « Quant à vous, soyez féconds et multipliez-vous, répandez-vous sur la terre ». Et donc, pour moi, on retrouve non seulement la référence biblique, mais aussi, encore une fois, l'injonction à avoir un enfant. Et donc, c'est pour ça qu'elle dit I'm having his baby. No, I'm not. Enfin, non, je ne vais pas continuer à me plier à vos règles. Je voudrais juste souligner, au moment où elle dit Me and my wild boy and all this wild joy, je sais pas ce qu'ils font dans la production Jack et Aaron, mais alors il se passe un petit truc là, les instruments ils sont en train de shifter, quelque chose comme ça, et c'est extrêmement joli. Ouais. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, si vous avez jamais fait attention, et réécoutez pile à ce moment-là, c'est hyper intéressant. Ensuite, elle dit If you want is grey for me. Grey, c'est une couleur, donc c'est le gris. Et on dit souvent que si les gens demandent des choses grises, c'est que c'est un peu barbant, c'est un peu inintéressant. Alors que Taylor, pour moi, c'est une personne qui est pleine de couleurs. D'ailleurs, on reprend l'analogie avec les couleurs des albums. Donc, lui demander de restreindre sa vie, c'est aussi lui demander de restreindre son art. Et ça va un petit peu à l'encontre de qui elle est, quoi. On en revient à ce qu'elle dit dans d'autres chansons sur cet album, sur le fait qu'après sa précédente relation, sa vie n'avait plus de couleur. Et donc, en gros, là, elle dit est-ce que vraiment c'est ça que vous voulez pour moi? Est-ce que vous voulez juste que je sois malheureuse? Et donc, elle dit Then it's just white noise and it's my choice. Encore une fois, c'est vraiment en fait, si c'est ça que vous voulez pour moi, en fait, j'écoute pas. Ça m'arrive même pas, ça m'atteint pas. Donc là, on est vraiment, tu vois, dans des grosses notions pour moi, effectivement, de religion, de féminisme, du fait d'avoir le choix. Ce qui, aux États-Unis, est quand même un truc très important. Tu vois, on parle du women's choice. Donc le choix des femmes, mais notamment le choix des femmes de faire ce qu'elles veulent, mais aussi de disposer de leur corps. Pour moi, il y a un peu une analogie avec ça. Alors, est-ce que ça veut dire que cette phrase est un aveu de Taylor de dire qu'elle est ce qu'on appelle pro-choice? Je ne sais pas. Moi, je l'avais pas lu de cette manière-là, mais je pense que c'est mon biais. Moi, quand je lis white noise, donc le bruit blanc, c'est ce qu'on n'entend pas, mais qui fait quand même du bruit autour de nous. Quand tu deviens parent, on te conseille de mettre un bruit blanc pour faire dormir les nourrissons, parce qu'en fait, ils sont pas habitués au silence. D'accord. Je trouve que c'est une belle manière de Taylor de dire que, en fait, elle s'est habituée à toutes ces critiques qui font un bruit blanc derrière parce qu'elle s'est plus habituée au silence. C'est ça. Et que du coup, ça l'empêche pas de dormir. Elle fonctionne très bien. Ouais, tout à fait. Et du coup, pour moi, on en revient à dire quand vraiment la thèse de cette chanson, c'est de dire je fais ce que je veux et je me rebelle. Et c'est ce qu'on disait au début. Cette chanson, c'est la rébellion. Et donc, en ce sens, But Daddy I Love Him n'est pas la chanson sœur de Love Story. Pour moi, en ce sens, But Daddy I Love Him est la chanson sœur de The Man. Ah ouais? Parce que c'est vraiment le girl power, tu vois. Je fais ce que je veux. Ok. Voilà, c'est dit. Écoute, non, mais c'est un point de grille de lecture. Le dernier couplet, moi, il m'emballe moins. Il est effectivement plus faible, mais parce que je trouve que ça va avec le thème de la chanson où la tempête retombe, tu vois. Mais par contre, elle parle de ses fakest smiles, donc ses sourires les plus faux. On revient dans cette petite ville où il y a beaucoup d'hypocrisie, où tout le monde se connaît, mais qui est finalement aussi le cas d'Hollywood. Et elle dit « Scandal does funny things to pride, but brings lovers closer ». Donc le scandale heurte la fierté, mais rapproche les amants. Pour moi, ça peut être vrai de plein de relations qu'elle a eues par le passé. Parce que oui, effectivement, il y a eu un moment où le scandale avec la muse de Titi Pidis s'est tari. Tu vois, tout ce moment de l'era Reputation où elle a été soutenue par son amoureux et où du coup, le scandale finalement les a rapprochés. Tout ça pour pouvoir reparler de Reputation. Oui, parce que Reputation est le meilleur album, donc il faut bien que j'en parle. Elle dit qu'elle revient voir ses parents, que finalement ils ont pas changé d'avis, mais qu'en tout cas ils se sont fait à l'idée. Et donc là, on a aussi à nouveau ce parallèle avec Love Story parce que tu vois, le couple revient un peu après le tumulte du scandale et les parents acceptent la situation. Elle parle des wine moms, donc ça j'ai trouvé ça assez drôle. Les wine moms aux États-Unis, c'est encore une fois un peu les Karen, tu vois, c'est-à-dire les ménagères blanches de 50 ans qui passent leur vie à tout critiquer. Et elle dit bien, voilà, elles sont
encore en boucle sur le sujet alors que c'est fini, il n'y a plus rien à dire, quoi. Non seulement parce que le scandale est passé, parce qu'elle s'en fout, mais parce qu'en plus, en l'occurrence, la relation avec la muse en question est terminée. Donc passer à autre chose, quoi. En fait, le drama se calme. Même à un moment, son père valide le choix. Et on passe presque de la rébellion à la validation. Ouais. En coupant les ponts avec les personnes qui l'ont jugé, qui seront pas invitées au mariage. Bah exactement, ouais. C'est parti, on passe à autre chose. Et d'ailleurs, après, on a le dernier refrain où là, par contre, elle change un peu les phrases, où elle dit Dancing in my dress in the sun. C'est souvent qu'elle utilise la métaphore du soleil pour parler d'une relation joyeuse. Even my daddy just loves him. Donc, ça y est, son père est à bord de la relation. Alors, aussi parce que finalement, la personne avec qui elle est n'est plus la même. Mais en tout cas, voilà, comme tu dis, elle a gagné l'approbation de son père, qui était quand même finalement le principal obstacle dans la relation. Et là, il n'est plus question de faire un bébé. Elle ne dit plus I'm having his baby parce qu'elle veut plus de scandale. Ouais, elle a plus besoin de choquer, elle a plus besoin de tout ça. Elle passe à autre chose, quoi. Pour moi, Daddy I Love Him, c'est vraiment une ode à choisir sa vie, choisir sa liberté, peu importe ce que tout le monde va penser, parce que finalement, elle vit sa vie pour elle et pas pour les autres. Suivez ce message, vivez votre vie, n'ayez pas de regrets. Non, mais j'allais dire, voilà, comme on l'a dit au début, en fait, pour moi, c'est vraiment une chanson qui paraît simple comme ça, mais qui en fait est hyper profonde. C'est encore une fois pour moi vraiment la force de la plume de Taylor Swift, c'est que elle arrive à prendre sa vie personnelle et un scandale qui lui est arrivé, etc., et en faire un truc hyper universel. Faites vos choix et vivez votre vie et faites ce que vous voulez. Et je trouve ça hyper fort, en fait. Merci Taylor de l'avoir mise dans la setlist de l'Eras Tour, parce que je pense que j'aurais pas pu faire sans. Parce que chanter ça et le vivre en live, c'était incroyable. Les arrangements sur la chanson en live, ils sont géniaux avec la batterie, avec les guitares. Clairement, il nous faut une version du live, s'il te plaît, Taylor. Avec la transition verso high school. Exactement. Et si vous aussi, vous l'entendez quand vous entendez la version studio, je vous veux dans mon équipe. Totalement. Souvent, quand je la mets chez moi, en fait, j'enchaîne. Aussi, si on pouvait l'avoir sur toutes les autres tournées qui arrivent après, parce que je pense que c'est une chanson, donc on va pas se lasser de la chanter, donc on peut y aller, c'est un best. Et ben voilà, on espère que cette chanson vous a plu. Dites-nous ce que vous avez compris de cette chanson, si vous avez appris des choses, si vous avez d'autres interprétations, on sera ravis d'en parler avec vous. Gros bisous à vous tous et merci d'être là. Merci beaucoup, à très bientôt. Et voilà, c'était encore une belle journée pour parler de Taylor Swift dans notre podcast 13. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Instagram @13.podcast. Vous pouvez également nous écrire pour nous proposer des idées d'épisodes, des chansons analysées ou d'autres théories. Et d'ici